Bonjour. Donc, je m'appelle André Braque. J'étais comme vous au collège. Ensuite, j'étais au lycée. Ensuite, à l'université. Et pendant toute ma vie, c'est comme si j'avais été à l'école toute ma vie parce que j'ai essayé de comprendre. Et donc, j'ai fait de la recherche. Et c'est ce type de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque vous allez travailler sur... Vous allez travailler... Ah, ce micro ne plus. Ça fait rien. Commencez par vous demander ce que représente cette image. Oui. Deux lignes parallèles. Parfaitement. Ce sont deux droites parallèles. Et les droites parallèles ne se recoupent jamais. D'accord? Alors, c'est la différence qu'il y a entre un scientifique et la science et la religion. Donc, devant une question, comment est née la vie sur Terre, dans les océans, les scientifiques vont y mettre une hypothèse, faire des expériences pour prouver que l'hypothèse est bonne, et ensuite arriver à une explication. Et la religion va avoir une réponse, mais sans avoir à la démontrer. Alors ce qui est important, c'est que ces deux démarches sont sur des droites parallèles. Il ne faut jamais les croiser, il ne faut pas que la science essaie de contredire la religion, il ne faut pas que la religion arrive à interférer avec la science. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez bien compris ceci? Oui. Donc il faut que chacun, que ces deux droites se respectent et tout ira bien, et en général c'est ce qui se produit. On est d'accord? Donc la vie, donc aujourd'hui évidemment, je vous parlerai de la démarche scientifique. Donc tout le monde est d'accord pour dire que la vie est née dans l'eau des océans, il y a très longtemps, il y a environ 4 milliards d'années. D'accord? Vous connaissez les milliards, hein? 1000, millions, milliards. Et avec des molécules carbonées. Alors je sais que vous n'avez pas encore fait de chimie, mais vous connaissez le carbone. Donc il faut de l'eau pour démarrer la vie, et il faut de la chimie du carbone. Alors le carbone, l'eau, vous la connaissez, c'est H2O. Alors vous savez que l'eau c'est H2O? Jamais entendu parler de H2O? Si? Alors H2O c'est l'hydrogène, H c'est l'hydrogène, la chimie c'est facile. H c'est l'hydrogène et O c'est l'oxygène. Alors l'oxygène est rouge ici et l'hydrogène est blanc. Donc vous avez un oxygène et deux hydrogènes ici. D'accord? Pour la molécule d'eau. Et l'eau et la chimie du carbone. Alors le carbone est noir. Vous savez que le charbon est noir. Donc ici par exemple, vous avez... Ce qui est noir, c'est un atome de carbone. Et on verra tout à l'heure quels sont... Et ce couple, l'eau et la chimie du carbone, qui ont des propriétés particulières et qui ont démarré la vie sur Terre. Donc, des molécules, comme un peu plus compliquées comme celle-ci, se sont mises à se multiplier et à évoluer. C'était le démarrage de la vie sur Terre. Alors, il y a eu de l'eau très tôt. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. L'univers s'est formé beaucoup plus tôt, bien avant la Terre. L'univers s'est formé il y a plus de 13 milliards d'années. Donc pendant très longtemps, la Terre n'existait pas, le Soleil n'existait pas, et le Soleil et la Terre ne se sont formés qu'il y a 4,5 milliards d'années. Et quand l'eau est apparue très tôt, et ça on le sait parce qu'on a des petits cristaux, des petits morceaux de roche que l'on peut dater et qui ont été formés à partir de l'eau. Donc on sait que pour l'eau, il y a eu de l'eau très tôt à la surface de la Terre. Alors si vous ne comprenez pas, vous levez la main. Hein. De toute façon, vous dites je ne comprends pas, il faut répéter. Je peux répéter, je peux aussi raconter différemment. Pour l'instant, ça va? Bon, n'hésitez pas. Hein.
Parce que moi, j'ai pas l'habitude de parler à des sixièmes. Hein, donc, oui. C'est que la Terre ou l'univers qui s'est formé il y a 6 milliards d'années? L'univers s'est formé il y a 13 milliards d'années, 13,819. On est capable de donner l'âge de l'univers à 1 million d'années près. Donc c'est 13,819 exactement. Et la Terre et le Soleil, c'est 4,5 milliards. Ok? Alors les qualités de l'eau. L'eau, les chimistes, pour faire simple, disent qu'on donne 1 à l'hydrogène et 16 à l'oxygène. Alors si vous avez un oxygène 16 et 2 fois 1, ça fait combien? Non, 16 et 1, ça fait? 18. Oui, donc l'eau pèse 18, ok? Et l'eau à la surface de la Terre, vous savez tous que l'eau, il suffit de regarder aujourd'hui à Blois dehors pour voir que la pluie tombe et l'eau est sous quel état? Liquide. Alors, vous avez aussi un autre composé qui est le CO2. Vous connaissez le CO2? De nom au moins. Et le CO2, c'est un carbone que nous on pèse 12 et 2 oxygènes, CO2. Donc 12 plus 16 plus 16, ça fait beaucoup ça. Ça fait combien? 38. Non. 42. 12 plus 16 plus 16, ça fait 32 plus 12, ça fait 44. Oh là là, les mathématiques, c'est pas terrible. Non, mais c'est bien. Donc, le CO2, c'est 44. Et le CO2, est-ce que c'est un liquide à la surface de la Terre? Non, c'est gazeux. Alors, pourquoi diable est-ce que le CO2, qui est beaucoup plus lourd, qu'est-ce qui fait 44, que l'eau, 18, est gazeux alors que l'eau est liquide? Parce que l'eau a des propriétés particulières. L'eau, il y a des petits traits qui s'établissent entre le rouge, c'est l'oxygène, ça vous le savez maintenant, et l'hydrogène ici. Quand vous avez quelque chose, une autre molécule d'eau à côté, il y a des petits traits qui s'établissent et ça fait un réseau qui est tellement dense que l'eau est à l'état liquide à la surface de la Terre, alors que le gaz carbonique, le CO2, qui ne peut pas faire ce type de liaison, est un gaz. Donc l'eau est vraiment une substance absolument géniale et c'est grâce à l'eau que nous sommes là aujourd'hui, puisqu'il y avait de l'eau à la surface de la Terre et la vie a démarré dans l'eau. Alors le carbone, ses propriétés particulières, c'est qu'il a 4 bras. Ici le noir, il a 4 bras. Et c'est comme une pièce de Lego où on peut accrocher des choses dans les 4 directions différentes. Et ici, c'est une molécule. Oui. Et le bleu, c'est l'eau? Pardon? Il faut que tu parles fort parce que je commence à être sourd un peu. Est-ce que demander ce que représente la boule bleue sur la molécule à droite? Ah, c'est de l'azote. C'est une molécule un peu comme celle-ci. Voilà, là tu as du bleu aussi, mais c'est pas une boule, mais c'est parce que, ok. Donc c'est de l'azote. C'est un autre atome. Quand tu n'as pas fait de chimie, c'est difficile. Non? Oui, il y avait une autre question. L'eau est plus dense que le dioxyde de carbone? Non, c'est pas plus dense, mais le réseau, les petits traits qui sont entre les molécules, c'est le réseau qui est très dense. C'est comme un réseau téléphonique. Quand tu as beaucoup de connexions, ça marche bien. Le gaz carbonique, le CO2, il n'a pas beaucoup de connexions. C'est un réseau qui ne marche pas. Peut-être le téléphone à boire, je ne sais pas, pour les portables. Mais en tout cas, quand le réseau est très serré, ça marche bien. Et l'eau a un réseau très serré. Le CO2, le gaz carbonique, il n'a pas un réseau. Il ne peut pas faire de réseau, de liaison entre eux. Donc, ça ne marche pas. Donc, il est gazeux et il ne peut pas être liquide. Alors, le carbone, il a 4 bras, donc on peut fixer 4 choses autour de son noyau de carbone. D'accord? Et ça, c'est une molécule, c'est le méthane. Mais ça, on en parle un peu, bon, c'est pas grave si vous ne savez pas. Donc, l'eau, ce qui est intéressant, c'est le réseau.
les petites liaisons entre les molécules. Et ce qui est important pour le carbone, c'est ces 4 bras, parce qu'on peut faire des choses de plus en plus compliquées, comme des pièces de Lego que vous pouvez accrocher les unes aux autres et faire des systèmes très compliqués. C'est comme ça que la vie a démarré sur Terre. Alors, la Terre était habitable il y a 4 milliards d'années, parce que la Terre, et ça vous l'avez peut-être vu avec vos professeurs, avait la bonne taille. Si la Terre avait été trop grosse, elle aurait été comme Jupiter et Saturne. Vous connaissez des planètes, hein, des systèmes. D'accord. Donc vous savez qu'on passe de Mercure à Vénus, à la Terre, à Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il n'y a plus Pluton. J'espère qu'on vous a dit que Pluton a été déclassé. Pluton n'est pas une vraie planète. Parce que pour qu'une vraie planète soit une vraie planète, il faut qu'elle soit ronde, sphérique, ce que Pluton était, et toujours. Il faut qu'elle gravite autour d'une étoile, ce que fait Pluton, mais il faut qu'il n'y ait rien, il ne faut plus qu'il y ait poussière autour de la planète. Et Pluton n'a pas réussi à débarrasser ses poussières. Donc ce n'est pas une vraie planète, elle a été déclassée. Alors c'était un drame parce que Pluton c'était la seule planète découverte par un Américain, et que les Américains ne voulaient pas qu'on déclasse la planète Pluton américaine. Bon, ça fait rien. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs univers qui existent? Ça, c'est une question pour vendredi, ça. Vendredi, c'est la séance de questions. Parce que pour l'instant, on ne connaît que notre univers. C'est possible qu'il y ait d'autres univers, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on en reparlera vendredi. Je reviens vendredi matin. De bonne heure, il faudra vous lever tôt. 8h30. Oui. Est-ce que la Lune peut se démarrer? Est-ce que La Lune peut se démarrer? j'ai pas compris. Les marées. Les marées Les marées sont liées à la Lune. Et alors on ne sait pas si la Lune a joué une influence sur l'origine de la vie. Pour l'instant, on en reparlera vendredi. Garde ta question. Je n'arriverai pas au bout de mon histoire. Hein. Oui. La Lune fait des vagues, oui, c'est la pression de la Lune sur les océans qui provoque les vagues. Mais je crois que gardez vos questions pour vendredi matin, parce que sinon vous n'aurez plus de questions vendredi et vous n'aurez pour rien. Alors, si la Terre avait été trop grosse, elle serait comme Jupiter et Saturne, donc elle ne peut pas avoir d'eau à la surface. Si la Terre avait été plus petite, comme Mercure, là, pour qu'il y ait de l'eau à la surface, qu'il y ait des océans, il faut qu'il y ait un couvercle. Parce que s'il n'y a pas de couvercle, l'eau s'évapore. Et donc le couvercle est assuré par l'atmosphère. L'atmosphère terrestre maintient une certaine pression qui maintient l'eau à l'état liquide à la surface de la Terre. Donc si la planète est trop petite, elle ne retient pas l'atmosphère, donc le couvercle s'envole et l'eau s'envole avec le couvercle. Donc pas de possibilité d'avoir des océans. Donc ni trop gros ni trop petit, juste bien. La Terre est juste bien puisque sa taille est telle que la gravité retient l'atmosphère qui maintient l'eau à l'état liquide pour les océans. Et sa distance par rapport au Soleil est bonne aussi. Si la Terre avait été plus près du Soleil comme Mercure, trop chaud, l'eau s'évapore. Si la Terre est trop loin comme Mars aujourd'hui, trop froid, donc l'eau gèle et prend dans le sol. D'accord? Ni trop grosse, ni trop petite, ni trop loin, ni trop près du Soleil. Juste bien. Alors, on essaie de savoir, les scientifiques essaient de savoir. Garde tes questions pour... écris tes questions, tu les poseras vendredi. Les scientifiques essaient de comprendre d'où venaient les molécules à base de carbone. Donc vous vous souvenez qu'il faut de l'eau
et du carbone, pour faire simple. Hein. Donc on essaie de savoir d'où venait le carbone. Il y a 3 sources possibles pour le carbone, c'est l'atmosphère, parce que dans l'atmosphère, il y a du CO2. CO2, c'est carbone et oxygène. Donc là, il y a une source possible pour le carbone. L'autre source, c'est les fumeurs noirs. Vous avez peut-être vu à la télévision qu'il y a au fond des océans des geysers, des fameux fumeurs noirs. Et donc, ces fumeurs noirs sont une source possible pour le carbone. Et la troisième source possible, c'est du carbone qui viendrait de l'espace, par des météorites ou des micrométéorites. Donc, pour l'atmosphère, il y a un jeune chimiste américain qui a pris du méthane. Donc, on cherche une source de carbone. Le méthane a du carbone, hein, CH4. Voilà le carbone du méthane. Il a mis du méthane dans un ballon, ici, avec de l'ammoniac. Le bleu, c'est l'ammoniac, NH3, de l'hydrogène, de l'eau. Là, vous connaissez l'eau ici, vous l'avez vu ici. Et donc, dans un ballon, il a fait passer des décharges électriques, un peu comme pour faire des éclairs ici dans le ballon. Et il a obtenu des acides aminés, autre terme compliqué. Les acides aminés, ce sont les constituants des protéines. Vous connaissez les protéines? Oui. La viande, par exemple. La viande, les protéines sont faites, c'est comme un collier de perles, qui sont faites avec des perles de couleurs différentes. Et il a obtenu 4 perles donc de ces protéines. Et donc, mais on lui a dit que, Monsieur Miller, votre expérience n'est pas valable parce que l'atmosphère de la Terre primitive n'était pas riche en méthane, mais elle était riche en CO2. Donc, et quand il a remplacé le méthane par du CO2, ça ne marche plus. Donc, on cherche une autre source, et l'autre source, c'est les fonds sous-marins. Donc, au fond des océans, il y a des geysers, il y a, comme ici, vous avez des fumeurs noirs, et certains de ces fumeurs noirs sont des sources possibles pour ces fameuses chimies du carbone. Alors, j'ai participé à un voyage sur un bateau au large des Açores. Alors, si vous pensez que c'est une croisière, parce que les Açores, c'est beau, etc., eh bien, je peux vous dire que lorsque l'anticyclone des Açores, qu'on voit quelquefois à la télévision, n'est pas aux Açores, la mer est démontée, la mer est formée, le bateau est obligé de faire du surplace pour être juste au-dessus de ces fumeurs. Il y a 2000 mètres de profondeur et le bateau bouge beaucoup. Et pour un chimiste que je suis sur un bateau, et je ne suis pas marin du tout, et donc j'étais malade pendant 15 jours. Mais bon, donc ce n'était pas vraiment une croisière. Mais je n'ai pas trouvé ici de chimie du carbone intéressante. Oui. Le fumeur, c'est Rainbow. Rainbow, c'est l'arc-en-ciel. C'est une source, c'est un fumeur noir, parce que tu vois que ça fume, hein, comme ça. Et Rainbow a été découvert par les Français. En général, on repère ces fumeurs par les satellites, et après le bateau va sur place. Il envoie la sonde, et il y avait les Américains qui cherchaient le fumeur en même temps que les Français, et ce sont les Français qui ont découvert le fumeur le premier. Donc pour une fois, on a battu les Américains. Ce n'est pas une très bonne source de carbone, parce qu'on n'a pas réussi à trouver ce qu'on appelle des briques du vivant, donc de ces molécules qui sont capables de démarrer la vie, pense-t-on, dans les océans. La troisième source, c'est l'espace. Alors, pour l'espace, il faut bien voir en fonction de la taille de la météorite. Lorsque la météorite est énorme, comme ici à Météore Cratère, là ça fait le diamètre, c'est plus de 1,4 km de diamètre, et comme on est dans le désert, ça c'est la cicatrice de l'impact, ok? Dans le désert de l'Arizona. Et c'est trop gros. Alors, si avec vos parents, vous allez près de Limoges, demandez-leur d'aller à Rochechouart, qui est un petit peu à l'ouest de Limoges. Et là, il y a une météorite qui est tombée, qui faisait 1,5 km de diamètre, et qui a creusé un cratère de 20 km de diamètre.
Et voilà ce que vous allez voir. Ça, c'est une roche qui a été qui a été frappée il y a 20 millions d'années par la météorite et qui a fondu. Donc ça ressemble à une roche volcanique. Et vous verrez que dans le village, l'église et les maisons sont construites avec ce type de roche qui ressemble à des roches volcaniques, mais ce ne sont pas des roches volcaniques, ce sont des roches qui proviennent de l'impact. Donc c'est du granit qui a fondu et qui devient poreux. Vous pourrez regarder tout à l'heure cette roche ici. Donc, et actuellement, il y a un forage qui est fait sur le cratère d'impact de 20 km à Rochechouart. Et ils ont creusé à différents endroits. Et actuellement, nous avons 500 mètres de carottage, donc des carottes de prélèvement qui sont faites dans ces fameux forages. Et là, c'est Rochechouart. Toute cette partie-là, ici, a fondu sous l'effet de l'impacteur. Et voici donc le forage. Ça, c'est la photo a été prise il y a un mois, donc c'est en cours. Et il y a eu des articles aussi de la presse, et on en reparlera aussi bientôt. Donc voilà, ça c'est une carotte, c'est le type d'échantillon que l'on récupère à partir du forage. Alors, donc, quand la météorite pèse 1 tonne, c'est beaucoup trop lourd. Ça arrive à la vitesse cosmique qui est de l'ordre de 100 000 km à l'heure. 100 000 km à l'heure. Donc, l'impact est énorme. Mais il y a 20 millions d'années, vous pensez qu'il y avait déjà des humains? Non. Vous savez à peu près? Ah, c'était avant la préhistoire, 20 millions. Vous connaissez le plus ancien ancêtre des humains? Ouais, Toumaï, qui est vieux de... Waouh! Vous en savez plus qu'en chimie, hein? C'est bien, très bien. Donc, il y a 20 millions d'années, il n'y avait pas d'humains, et donc, c'était pas grave pour les humains, puisqu'ils n'étaient pas là. Alors, quand vous passez de la tonne au kilogramme, ça passe bien. Ce sont des météorites, et on a à peu près 20 000 météorites dans les tiroirs des muséums. Donc, ces météorites proviennent d'une planète qui ne s'est pas formée au-delà entre Mars et Jupiter, la ceinture d'astéroïdes, et certaines de ces météorites contiennent beaucoup de carbone comme ceci. Donc, il est probable qu'une partie du carbone qui a démarré la vie sur Terre dans les océans de la Terre provient de l'espace. Donc, ce n'est pas la vie toute faite qui vient de l'espace, mais ce sont les matières premières nécessaires au démarrage de la vie qui proviennent de l'espace. Alors, malheureusement, les météorites, il n'en tombe pas beaucoup. Il en tombe actuellement 10 tonnes par an, alors que quand on passe du kilogramme au gramme, ça ne passe plus. Lorsque vous voyez des étoiles filantes, vous avez déjà vu des étoiles filantes au mois d'août? Oui. Alors les étoiles filantes, elles font à peu près 1 gramme, quelques grammes. Et donc elles brûlent quand elles arrivent dans l'atmosphère. Et donc, comme elles brûlent, on ne peut rien récupérer sur Terre. Donc ça c'est il paraît qu'il y a eu en 1833 une pluie d'étoiles filantes qui faisait environ 200 000 étoiles filantes à l'heure. Donc c'était impressionnant, mais bon, pour l'instant on n'avait pas de photo, on a simplement une lithographie. Et actuellement, si on passe au milligramme, ça passe bien, et on a des micrométéorites. Et là, il y a des chercheurs qui vont en Antarctique et ramasser dans la glace les micrométéorites. Et à partir de ces collectes de micrométéorites, on peut estimer qu'une large fraction de ce dont on a besoin pour démarrer la vie sur Terre est d'origine extraterrestre et provient des micrométéorites. Alors, oui. Ça ressemble à quoi des micrométéorites? Les micrométéorites, c'est un tout petit grain de poussière qui fait 1 millimètre de diamètre à peu près. C'est un petit morceau de pierre, mais qui vient de l'espace. Alors, d'où viennent ces micrométéorites? Les Américains ont lancé une mission qui a suivi une comète et qui a collecté des grains de la comète et qui a ramené les grains sur Terre, dans le désert de l'Utah.
Et ces petits grains, ces grains cométaires, ressemblent beaucoup aux micrométéorites. Donc il est probable que la plupart de ces micrométéorites que l'on collecte en Antarctique sont d'origine cométaire. Donc tout l'intérêt énorme de la mission Rosetta, que vous avez certainement vu à la télévision, c'est des Européens, donc financés grâce aux impôts de vos parents et de tous les Européens, donc là on a été bien meilleurs que les Américains, qui a permis d'analyser, d'aller suivre une comète, la comète Churyumov-Gerasimenko, qu'on appelle Chury. Et donc, d'où viennent ces comètes? Il y a deux grands réservoirs de comètes. Il y a un réservoir qui se trouve tout à fait au bord du système solaire, donc très loin, qui est le nuage de Oort, et puis un autre nuage ici qui s'appelle la ceinture de Kuiper, où il y a des milliards de comètes. De temps en temps, ces comètes tournent tranquillement autour du Soleil, comme ça, mais de temps en temps, elles se bousculent. Et quand elles se bousculent, au lieu de tourner bien sagement en rond, elles viennent passer près du Soleil, comme ça, régulièrement près du Soleil, comme ça, elles changent leur trajectoire. Et donc, la comète que la sonde a visitée, Chury, elle vient de la ceinture de Kuiper, donc elle vient de là. Elle vient d'ici, donc elle n'est pas très loin. Elle passe à peu près tous les 6-7 ans autour du Soleil, donc pas très loin de la Terre. Et la mission européenne donc, a envoyé une petite sonde qui est partie à la poursuite de la comète ici, donc qui a cette trajectoire-là. Donc elle a parcouru 7 milliards de kilomètres, en passant 3 fois près de la Terre pour prendre de l'élan, une fois autour de Mars pour prendre de l'élan, et donc admirer le calcul, donc tout l'intérêt des mathématiques, parce que toutes ces trajectoires sont calculées par des mathématiciens. Donc si vous êtes fort en maths, un jour vous calculerez peut-être des trajectoires de sondes, ce qui est toujours intéressant. Oui. Si les coccinelles s'étaient pas séparés. Pardon? Si les coccinelles s'étaient pas séparés. Les billets d'avion sur la Si les continents ne s'étaient pas séparés. Ah. Je sais pas, Les continents sont séparés, c'est un fait qui est maintenant établi. Ce qui serait passé, si ce n'était pas séparé, on ne sait pas. Il faudrait trouver une planète sur laquelle les continents ne se séparent pas. Et pour l'instant, on n'a pas cette planète. Donc la sonde est partie, elle a voyagé pendant 10 ans. Et elle s'est mise à la poursuite de la comète. Elle arrivait, alors ça c'est elle s'est mise en orbite, elle a tourné autour de la comète. Alors la comète, elle va à 20 000 km à l'heure, donc c'est un exploit aussi, il faut se mettre autour de la comète. Et elle avait un petit atterrisseur, Philae, qui devait se poser sur la comète et puis forer la glace pour voir à quoi ressemblait le carbone, ce fameux chili du carbone à l'intérieur de la comète. Et donc, la Philae, alors la comète est petite, donc sur Terre, on tient bien, on est attiré par le sol parce que la Terre est grosse et donc elle exerce une forte gravité. D'accord? Mais la comète, elle est petite, donc sur la comète, on pèserait le 100 millième de son poids. Donc 100 kg pèse 1 gramme à la surface de la comète. Donc il n'y a pas une attraction très forte de la comète. La sonde a été envoyée sur la comète. Regardez le point visé. Là, vous avez une petite dépression qui ressemble à un cœur. Et voici le premier contact ici, tout près de l'endroit. Donc c'est un exploit technologique fantastique. Mais la petite sonde devait être plaquée sur la comète qui n'attire pratiquement pas avec un petit moteur à gaz. Et il y avait des harpons qui devaient harponner. Alors le petit moteur à gaz, on pense qu'en 10 ans, le gaz s'est évaporé. Et donc
le moteur à gaz n'a pas fonctionné, l'harpon n'a pas harponné, et donc la comète, la petite sonde a rebondi. Elle a rebondi 2 fois pour aller se loger bêtement dans une crevasse ici, et elle n'a pas pu faire son travail. Donc, elle s'est mise, là on la voit ici, posée, elle aurait dû se poser à plat pour qu'on puisse forer. Elle s'est posée 2 guingois sur le côté comme ça, donc dans l'impossibilité de faire son travail. Mais néanmoins, le bilan de cette opération est quand même intéressant, parce que il y a quand même des molécules de carbone qui ont été détectées, dont un de ces fameuses perles des colliers des protéines, la glycine, qui est un des éléments des protéines. Donc, l'eau cométaire, on a également mesuré l'eau sur cette comète, et l'eau de cette comète ne correspond pas avec l'eau des océans, pour l'instant. Oui, alors il y avait une question là. Pourquoi il n'y a pas un astronaute et il va la remettre droite? Parce que le voyage dure 10 ans. Et il est impossible pour un humain de voyager pendant 10 ans pour aller à la poursuite de la comète. Donc, et encore faut qu'il revienne sur Terre. Et donc, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, on pourra parler des vols habités sur Mars, qui est le prochain. On a pu aller sur la Lune. La prochaine étape, c'est le vol sur Mars. Mais on en reparlera vendredi matin, si tu veux dire. Oui. Combien de temps pour aller sur la Lune? Pour la Lune, il faut 3 jours. Sur Mars, il faut 8 mois. Oui. Ça dure combien de temps pour aller sur l'espace? Pour aller dans l'espace, il faut pas longtemps. Hein. Quand ils décollent, ils sont. Enfin, ça dépend ce que tu appelles par l'espace. Si c'est juste comme la station internationale où était Thomas Pesquet, il faut pas longtemps. Hein. Non, je vais aller tout en haut. C'est quoi tout en haut? Il veut jamais sortir de la planète. Ah, je vais la sortir de la Terre. Hein? Juste la sortir de la Terre. La station est à 300 km. Certains satellites téléphoniques sont à 36 000 km. Ceux-là, il faut au plus d'une semaine, presque un mois pour aller à 36 000 km. Parce qu'il faut progressivement les mettre sur l'orbite. Mais pour aller sur la station, il faut pas très longtemps, je crois que c'est 24 heures. Pour la Lune, c'est 3 jours. Pour Mars, c'est 8 mois. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que pour la vie, il faut des molécules d'eau et de carbone. Oui. Alors, pourquoi sur Mars, il y a des molécules de carbone et il y a des molécules d'eau? Alors, sur Mars, il y avait de l'eau. On en parlera au mois de mars, justement. Je reviens parler de la recherche d'une extraterrestre, mais c'est pour un autre groupe d'élèves. Il y a eu beaucoup d'eau sur Mars, mais l'eau a disparu. Et on n'a pas encore trouvé de molécules de carbone sur Mars. Donc pour l'instant, Mars avait des océans, donc Mars avait forcément une atmosphère. Souviens-toi, il faut un couvercle pour maintenir l'eau. Donc il y avait un frein pour les micrométéorites qui venaient. Donc Mars a dû hériter de beaucoup de micrométéorites comme sur Terre, et la vie a peut-être démarré, mais comme l'eau a disparu, on n'a pas encore fait un bon inventaire, malgré toutes les recherches, on n'a pas encore trouvé de molécules à base de carbone sur Mars, pour l'instant. Il y a de la glace d'eau, mais il n'y a pas d'eau à l'état liquide. Parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, bon. On en reparlera là. On en reparlera au prochain épisode. La recherche de vie sur Mars, c'est pour le mois de mars. Sans jeu de mots. Il est quelle heure là? Ils arrêtent à quelle heure? 35. Écrivez vos questions sur les feuilles que vous avez. Pour Pas la, le temps de les poser maintenant, vous les poserez vendredi. pour la fin, mais c'est bien d'être interactif. Einstein a dit, il ne faut jamais cesser de poser des questions. Donc il faut harceler vos enseignants, mais pas moi. Vendredi matin, 8h30. Ok? Retiens ta question. Donc la fin de l'aventure de cette magnifique
mission Rosetta européenne, grâce à l'Agence spatiale européenne. Donc, quelquefois, à la télévision, on entend des vilaines choses sur l'Europe. L'Europe spatiale est fantastique. Hein. Donc, on arrive à fédérer des pays qui travaillent ensemble et qui arrivent à faire des jolies choses comme cette sonde Rosetta. Sauf que, évidemment, si la petite sonde Philae de la taille d'une machine à laver, 100 kg, s'était bien posée sur Rosetta, ça serait formidable. Mais bon, il faut jamais demander trop. C'est vraiment très difficile de faire ce genre de mission. Alors, Chury est passé près du Soleil. Je vous ai dit que les comètes, certaines de ces comètes passent près du Soleil et retournent dans leur berceau ceinture de Kuiper. Et en passant près du Soleil, c'est là où la comète est la plus active. C'est là où elle crache le plus de composés. Et en septembre 2016, la Rosetta a été jetée contre la tête du canard de la comète. Alors en s'approchant, là on est à 9 km, donc on s'approche de l'endroit de l'impact. Là on est à 6 km. Et quand on arrive tout près, l'image est floue parce que la caméra ne marche pas bien. Et là, c'est la dernière image qu'on a à quelques mètres du sol avant que la sonde ne s'écrase sur la comète. Donc ça, c'est la fin de la comète. Donc il n'y a personne pour la récupérer, il n'y a personne pour la redresser comme tu souhaitais. Donc et actuellement, la sonde est sur la comète et continue à tourner avec la comète. Alors, pour comprendre si ces micrométéorites voyagent dans l'espace, à Orléans, dans mon laboratoire, et c'est des expériences que j'ai lancées, on expose des acides aminés, donc des briques du vivant, donc ces fameuses perles de ce collier qui ont participé au démarrage de la vie sur Terre, dans les conditions d'espace, d'abord sur un satellite russe automatique, Photon, sur la station Mir, une station russe qui a été détruite, et sur la station internationale. Alors quand la station passe au-dessus de vous, quelquefois on la voit passer, il y a des expériences qui viennent d'Orléans qui sont à bord de cette station et on a pu démontrer que le voyage est possible à condition de protéger par un tout petit peu de poussière de météorites les acides aminés. Donc ce sont des expériences qui ont été menées depuis Orléans sur la station internationale. Alors, comment faire vivre ces ingrédients? On a le décor, on sait que c'est dans l'eau des océans. On a certains personnages qui sont donc les molécules qui sont probablement d'origine spatiale extraterrestre et qui ont été apportées par les micrométéorites. Et de temps en temps, on trouve une annonce fracassante. Un chercheur français découvre l'origine de la vie, mais malheureusement, c'était pas moi, le chercheur. Donc j'ai travaillé toute ma vie sur ce sujet. Et en fait, c'était comme souvent dans la presse, une exagération de la découverte. C'est un petit pas intéressant fait par un Français pour comprendre l'origine de la vie, mais c'est bien loin d'être l'explication de l'origine de la vie. Donc méfiez-vous des titres des journaux, souvent les premières pages, pour vendre dans les kiosques, sont souvent beaucoup trop. Alors, on a les briques, un peu, si on compare l'origine de la vie, la construction en tube à essai dans des laboratoires comme dans mon laboratoire à Orléans, où il y a encore des jeunes qui travaillent sur ce sujet. Si on le compare à la construction d'un lotissement, qui est donc la vie, à savoir faire une maison et faire un lotissement à l'identique. Donc la vie, c'est quand même de faire quelque chose qui est capable d'autoreproduction, donc de faire plus de soi-même par soi-même. Et donc on a les briques qui proviennent des micrométéorites, on a le décor qui est l'eau des océans primitifs, on a réussi à faire des murs, petits murs, mais on n'a pas réussi à faire de maisons. Donc on ne sait pas recréer une vie simple en tube à essai, pas encore. Et on compte sur vous pour prendre le relais, pour arriver à comprendre enfin comment expliquer comment certaines molécules à base de carbone dans l'eau sont capables de vivre, donc de s'auto-reproduire et d'évoluer. Et donc on n'a bien sûr pas de maison, pas de lotissement. Alors actuellement on travaille, on est dans l'eau, mais dans l'eau la difficulté c'est que l'eau, il y a trop d'océans, donc c'est trop vaste et on dilue. C'est trop dilué dans l'eau des océans.
Donc on essaye de fixer ces fameuses molécules de carbone sur des surfaces minérales, sur des roches. Et donc on travaille comme ici, ou alors on essaie de travailler dans des gels, un peu comme des gels qu'on met sur les cheveux, quand on sait pour des cheveux. Et donc actuellement à Orléans, des expériences sont faites dans des gels comme celui-ci pour essayer de réduire la dilution, la dispersion dans l'eau des océans. Et je crois que je suis arrivé au bout de mon exposé, donc vous pouvez maintenant poser des questions puisque j'étais plus rapide que la musique, puisqu'il reste 6 minutes pour des questions. Oula! Alors c'est celui ou celle qui parle le plus fort. Allez, toi. Est-ce que vous avez déjà fait un voyage dans l'espace? Alors, est-ce que j'ai fait un voyage dans l'espace? La réponse